Le souverainisme français s'est ridiculisé aux dernières élections européennes. 1,02% pour François Asselineau, 0,93% pour Florian Philippot. Des scores cumulés qui font moins que les 2% du parti animaliste. Pourtant, leur défaite face à un chat n'est pas liée uniquement à la médiocrité des deux hommes. C'est la conclusion amère d'une chute constante des souverainistes depuis au moins 20 ans. Alexandre Lohmann et Ludovic Blanco, tous les deux des militants de longue date, ont été invités par panache pour nous raconter cet échec vu de l'intérieur. J'aimerais bien contextualiser pour expliquer comment était le souverainisme quand je suis arrivé. Donc moi, je suis arrivé au souverainisme, c'était dans l'après 2005. Le 2005, c'était quelque chose, c'était la dernière grande victoire des souverainistes avec le non à la caution européenne. Et il faut comprendre que les élections européennes juste avant, en 2004, elles n'avaient pas été terribles, mais malgré tout, la principale liste souverainiste, à l'époque, le souverainisme était incarné par Philippe de Villiers, dans la droite souverainiste. Elle avait fait 6,5. C'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Mais, mine de rien, il avait fait le MPF, donc Philippe de Villiers, avait fait 3 députés européens, ce qui était vraiment pas terrible. Mais il y avait quand même des élus qui permettaient d'avoir une tribune au Parlement européen, de faire des travaux, d'avoir un petit peu d'argent. Voilà. Mais si on enlève cette élection de 2004, les deux élections précédentes, le souverainisme faisait 13% à peu près, entre 94 et 99, et c'était régulièrement parmi les grandes listes, si vous voulez. Par exemple, en 99, le souverainisme arrive devant la liste de l'UMP, PR à l'époque, qui était menée par Nicolas Sarkozy. En 94, la liste arrive en troisième place. Donc voilà, réellement, c'est le souverainisme, un camp politique qui a du mal à percer aux élections nationales, mais qui fait des très bons scores aux élections européennes. Même quand on se ramasse un petit peu comme en 2004, ça fait quand même quelques députés européens et ça travaille. Par exemple, je t'ai partagé une étude qui avait été publiée à l'époque par un mec lié à Philippe de Villiers, qui avait fait une grande étude en partenariat avec Contribuables Associés, une étude de 50 pages pour expliquer tous les problèmes de gaspillage d'argent au niveau européen et comment on pourrait limiter ces gaspillages en récupérant l'argent que nous prend Bruxelles. Donc voilà, ça c'est le contexte dans lequel je m'engage. C'est un souverainisme qui n'est pas une force de premier plan, mais qui est quand même très fort. Et progressivement, au fil et à mesure des années, des élections, on va en être réduit à un souverainisme qui ne pèse plus que deux petites listes qui font moins de 1% aux dernières élections européennes. Et moi, mon analyse, et c'est pour ça que j'ai accepté ta vidéo, c'est que cette bérésina, cette déroute totale du souverainisme qui passe de 13 à 1%, elle n'est pas liée au hasard. Elle est liée à une succession d'erreurs politiques et stratégiques qui non seulement vont être commises, mais vont être répétées de manière systématique par les principaux leaders souverainistes. Et à chaque bérésina, à chaque défaite, ces mêmes leaders viennent vous expliquer: oui, mais c'est parce que nous n'avions pas accès aux médias. Donc en fait, ils se déchargent complètement de leurs erreurs et ils pointent les médias comme étant coupables, alors que tous ceux qui ont un engagement beaucoup plus long dans le souverainisme savent que avant, c'était largement pire. L'omerta sur les questions européennes, dans les années 2000, c'était bien plus fort que maintenant. Maintenant, vous avez énormément d'endroits où vous avez des chroniqueurs souverainistes, vous avez des journalistes qui partagent ces idées. Et donc les médias sont beaucoup plus favorables qu'avant aux souverainistes. Et malgré tout, vous avez des leaders souverainistes qui ont un score qui devient quasiment négligeable. Et donc cet argument des médias, pour moi, il ne tient pas. J'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'on va pouvoir le détailler tout au long de cette vidéo. Vas-y Ludovic, si tu veux... si tu veux. Oui, je suis assez d'accord. Je te remercie d'avoir fait un petit historique comme ça. Moi, je dirais deux choses. Je dirais que le souverainisme est finalement un sujet transpartisan qui ne mérite pas d'avoir un parti en tant que tel. C'est un petit peu comme l'écologie. Et d'ailleurs, les écologistes font des bonnes choses européennes en général, et c'est de moins en moins vrai comme les souverainistes. Et ils s'écrasent aux autres élections. Ils vont même plus à la présidentielle. Donc en fait, c'est un peu pareil pour le souverainisme. Certes, le souverainisme n'a pas été poussé par les médias, mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on dirait que les souverainistes, ils ont lu Philippe de Villiers, dans son grand livre il y a 10 ans. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu, où il a expliqué comment il était monté en rachetant le départ à TF1 et qui était passé dans tous les grands médias.
Sauf que ça, c'était il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait très peu de médias. Donc, effectivement, la parole dans les grands médias est indispensable. Aujourd'hui, cet argument ne tient plus, que ce sont souvent les réseaux sociaux qui donnent le là médiatique. Donc, effectivement, ils se cherchent des excuses, c'est tout à fait vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, alors que et on voit vraiment depuis l'élection de Trump, donne raison aux idées souverainistes, par rapport aux leaders, mais aux idées, l'idée de souveraineté n'a jamais été aussi présente et les partis souverainistes n'ont jamais été aussi catastrophiques. Alors, j'ajouterais à ta démonstration qu'il y a quand même, pour leur défense, un point qui ne les a pas aidés, c'est l'ascension inexorable du RN. Et Nicolas Dupont-Aignan, pour le coup, n'a pas pu être propulsé parce que Marine Le Pen, un peu de diabolisation, malgré tout ça a marché, et puis on votait RN directement plutôt côté de la France. Il y a eu ça aussi, les leaders moins charismatiques. Tout ça fait qu'ils n'ont jamais réussi à avoir un créneau politique et ils se réduisent comme peau de chagrin. Est-ce qu'on pourra reconstruire un mouvement? Très difficile à dire, je pense que non, mais on verra. Nicolas Dupont-Aignan, d'ailleurs, c'est marrant parce que là, il fait tous les médias. Il était à TPMP avant-hier, je fais Christine Kelly hier soir, ce soir sur BFM, et j'ai vu qu'il avait annoncé, parce que je pense qu'il va faire son annonce de candidature à l'élection présidentielle samedi, dans son meeting, vous verrez, ce qui est un délire, parce que se présenter 2 ans avant, mais il fait ça à chaque fois. Il a fait ça en 2012, il a fait ça en 2017, un petit peu moins en 2017, c'était qu'un an avant. Et il a fait ça en 2022, il s'était annoncé dès 2020, et il refait ça pour 2027, donc c'est n'importe quoi. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune capacité, je parle de son cas, parce que c'est le seul qui est un petit peu représentatif et qui passe encore dans les médias, parce que Filippo et Asselineau n'existent plus, hein. Même si Filippo est chez Annie Narciso. J'ai un mea culpa un petit peu à faire, vous voyez, puisque je vous dis que j'étais engagé très jeune, dès 2008. Il faut comprendre que moi j'étais à Debout la France, et j'étais sur une ligne qui, je pense, a été assez nocive pour le souverainisme et qui explique en partie son déclin. Et cette ligne, c'était le souverainisme des deux rives. Il faut que les gens comprennent. En 2009, c'est des élections qui pour moi ont été très très importantes. Et à l'époque, donc vous aviez la droite souverainiste qui s'incarne dans Philippe de Villiers. Et cette droite souverainiste, elle a un énorme problème. Parce que en 2005, il y a eu un afflux important de militants au MP. Et le MPF, il est passé de groupuscule à parti politique, on va dire, potable. Et donc Philippe de Villiers, il va se lancer une candidature à l'élection présidentielle. Et cette candidature à l'élection présidentielle, ça va être un désastre. Parce que en 2007, il y a ce qu'on appelle le vote utile. On est juste après l'élection européenne de 2002. En 2002, beaucoup de petits candidats ont fait des très bons scores. Et du coup, ça a fait l'élimination de Lionel Jospin. Et en 2007, tout le monde a peur que ça se reproduise. Et comme Sarkozy, il a une ligne plutôt à droite, en fait, il va siphonner tous les petits candidats de droite. Et c'est pour ça que des Frédéric Nious, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, un peu le Jean Lassalle de l'époque, alors que les chasseurs étaient très hauts, il va faire que 1%. Philippe de Villiers, alors qu'il sentait des ailes pousser avec le référendum de 2005, il va faire 1%. Et donc, Philippe de Villiers, il est dans une situation très mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté à l'élection présidentielle, c'est très cher, et il a fait un score ridicule, 1 ou 2%, je me rappelle. Et donc, Philippe de Villiers, il est sous respirateur financier, ce qui explique pourquoi, lors de l'histoire du traité de Lisbonne, Philippe de Villiers, il va pas être très vocal contre la question. Mais les parlementaires liés au MPF, notamment un sénateur non inscrit, Paul Rotaillot, qui était le dauphin de Philippe de Villiers, va voter contre le traité de Lisbonne. Mais globalement, le MPF va pas parler contre le traité de Lisbonne. Et en 2009, le MPF est exsangue, mais il faut quand même une représentation souverainiste. Le MPF décide de faire un truc qui est assez intéressant. Imaginez-vous maintenant, il va y avoir une alliance entre les chasseurs, donc de Frédéric Nious, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, et de Villiers. C'est comme si on avait Dupont-Aignan plus Lassalle. Vous voyez, c'est un peu spécial. Le tout financé par Declan Ganley, qui était un des grands opposants au traité de Lisbonne en Irlande. Parce qu'en Irlande, ils avaient rejeté le traité de Lisbonne par référendum et ils ont revoté un des leaders de la campagne du premier référendum qui a rejeté le traité de Lisbonne. Il a commencé à financer des listes souverainistes en Europe et donc vous avez cette liste Libertas formée à la fois de Philippe de Villiers et de Frédéric Nious qui va se présenter. Et il va y avoir des pourparlers avec Nicolas Dupont-Aignan qui est sorti de l'UMP, qui a démissionné de l'UMP, qui est député pour se joindre à ces listes. Alors, je ne sais pas exactement quelle était la teneur des discussions, mais finalement, il n'y a pas eu d'alliance. Et les justificatifs donnés par Dupont-Aignan, c'était que lui, il recherchait l'union des souverainistes des deux rives. Il voulait des souverainistes de gauche, c'était le motif politique invoqué. Il ne voulait pas faire la droite souverainiste comme faisait De Villiers. Et donc, il va y avoir une liste Dupont-Aignan et une liste Libertas. Et ces deux listes combinées, elles vont faire à peu près, si je me souviens bien, elles vont faire plus de 6%. Sauf que la liste de Dupont-Aignan,
fait tomber la liste Libertas en dessous des 5%. Alors Libertas va quand même faire un député européen, Philippe de Villiers dans la circonscription ouest, où il a dû faire 10% des voix. Dupont-Aignan fera 1,8 si je me souviens bien, et fera rien. Et en fait, cette division des listes, alors que la droite souverainiste était exsangue financièrement de l'élection présidentielle de 2007, ça va être le coup fatal. Ça veut dire que le souverainisme de droite ne s'en relèvera jamais. Et cette stratégie de l'union des souverainistes des deux rives, qui a été vraiment très néfaste dans ces élections de 2009, parce qu'elle a tué le souverainisme de droite, eh bien, Dupont-Aignan, il va la poursuivre durant des années. Et encore en 2015, quand Syriza arrive au pouvoir, vous avez donc la gauche radicale, vous avez Dupont-Aignan qui est très content et qui espère qu'il va pouvoir arriver à une alliance des deux rives. Et finalement, moi, j'étais très peu dans ces histoires de formation d'une liste commune avec Jean-Pierre Chevènement, mais finalement, ça n'a jamais rien donné. Et donc, finalement, Dupont-Aignan aura tué la droite souverainiste sans jamais réussir à faire aboutir cette union des deux rives. Donc, finalement, on aura détruit ce qui existe sans jamais le remplacer. Je sais pas si tu as des détails. Je pense que Dupont-Aignan, c'est un gars qui change souvent de stratégie politique. Et donc, il a eu une lubie à un moment donné qui était de faire cette stratégie de deux rives qu'il a abandonnée après les attentats. Jean-Pierre Chevènement est venu à ses universités d'été, j'étais là. Je crois que c'était en 2015. Donc, Jean-Pierre Chevènement est venu. Et avant, il me semble que c'était le MRC, je crois, le parti de Chevènement à ce moment-là, donc le mouvement républicain citoyen. Et qu'il y avait la vice-présidente de son parti qui était sénatrice, qui était déjà intervenue une fois ou deux dans des colloques de Debout la France, il me semble. Marie-France Ils avaient fait des actions communes. Voilà, exactement. Ils avaient fait quelques conférences ensemble. Donc, il y avait eu ce passage, mais j'ai pas souvenir que, après, je n'étais pas dans le bureau exécutif, que ce soit allé beaucoup plus loin que ça. Ce qui est vrai, c'est que le discours de Nicolas Dupont-Aignan, c'était l'union des patriotes. Donc, il tendait la main dans toutes ses interviews à Montebourg, voire à Mélenchon et à Florian Philippot pour le FN. Mais je dirais pas qu'il a tué le souverainisme à lui tout seul. Je pense que c'est un peu réducteur. Je pense que Philippe de Villiers le méprisait un peu et Philippe de Villiers aurait peut-être pu aussi faire alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Je pense qu'aucun des deux le voulait en fait. Alors que s'ils avaient fait alliance, ils auraient fait un truc pas mal. Clairement, ça a été un coup qui a été déterminant. J'avais aussi des cours de presse où il était expliqué que Dupont-Aignan réclamait la moitié des circonscriptions, alors que c'était Mr. Nobody aussi. C'est difficile de savoir quels étaient les teneurs des négociations derrière des portes fermées, mais quoi qu'il en soit, la stratégie de Dupont-Aignan de rechercher cette alliance des deux rives, elle a eu une conséquence qui a été donner un coup assez fort à la droite souverainiste. Que si jamais Dupont-Aignan ne se présente pas et appelle à voter De Villiers dépasse les 5%. Et là, on n'est plus dans une configuration de un député. On est sur 3, 4. Ah oui, mais attention, en 2007, Villiers se présente, mais Dupont-Aignan recherche les parrainages. Il manque 40 parrainages pour être candidat à la présidentielle. Donc déjà, ils étaient opposés, ils étaient concurrents. Donc chacun traçait sa route, en fait, déjà, très clairement. C'est pour ça qu'il y a pas eu d'alliance, parce qu'il y avait une rivalité personnelle, la même qu'on a aujourd'hui entre Philippot et Asselineau. Peut-être moins exacerbée quand même. Et à Debout la France, il y avait des gens, tu avais toute une part chevènementiste dans le parti. Donc ils jonglaient aussi entre les souverainistes de droite de son parti et des gens de chez Chevènement qui sont partis tous petit à petit. Comment dire, au moment où il y a eu l'alliance Marine Le Pen, Dupont-Aignan, j'ai été beaucoup en contact avec des gens à l'intérieur de Debout la France qui étaient partis et qui avaient défendu cette ligne des deux rives et on en discutait beaucoup. Et donc pour eux, ça corrobore un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que pour eux, il y avait eu vraiment des tentatives sérieuses d'alliance des deux rives avec Jean-Pierre Chevènement, mais que ça avait bloqué parce que clairement, il y a eu un virage à droite de Debout la France, ce qui laisse songeur sur la viabilité. Il suffit d'un petit peu de discours à droite, la rive gauche se barre, et donc il y avait une droitisation du discours de Dupont-Aignan qui a fait que ça n'a pas donné suite, mais il y avait eu des tentatives sérieuses. Chevènement avait quitté le MRC pour fonder une sorte de mini-parti qui s'appelait République moderne, faciliter un rapprochement avec Debout la France. Et alors moi, ce que j'en tire, en fait, c'est que au-delà des tentatives d'alliance ratées, c'est qu'il y a un électorat de droite souverainiste identifié qui a fait des résultats conséquents aux élections européennes. L'électorat de gauche souverainiste, il est beaucoup plus difficile à trouver. On a un exemple qui était les élections européennes de 94, c'est à peu près 2%, le MDC. On a aussi un exemple, c'est la candidature de Jean-Pierre Chevènement, mais qui est beaucoup plus lié à Chevènement et à sa posture régalienne qu'à ses postures souverainistes. Donc finalement, le souverainisme de gauche, c'est pas grand-chose en fait. Et on le voit par exemple avec Georges Kuzmanovic, en fait, il n'a quasiment aucune existence. Et donc est-ce que le souverainisme de droite, en fait, il s'est pas fait harakiri en refusant de s'assumer à droite, pourchasse sans cesse un souverainisme de gauche qui n'existe quasiment pas? Nicolas Dupont-Aignan est le successeur de Philippe Séguin, quelque part. Quand je dis successeur, c'est qu'il a été son collaborateur et que Philippe Séguin était son mentor. Donc du coup, il avait la même veine que Philippe Séguin. Moi, j'ai entendu Nicolas Dupont-Aignan en petit comité me dire « je suis pas libéral, je suis pas de droite ». Voilà.